Bonjour à tous, j'espère que tu te portes bien et bienvenue sur WebSchool. Moi, c'est Tapetul Gas, créateur de cette chaîne dédiée à la programmation et aux astuces informatiques. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de présenter avec toi cette formation complète en HTML et en CSS avec seulement 10 projets qui se veut à la fois pratique, progressive et accessible donc à tout le monde. Pourquoi cette formation est-elle différente des autres formations que tu feras sur le net? Cette formation sera différente parce que au lieu de vous noyer dans des théories interminables, j'ai choisi une approche par projet. Cela va vous permettre premièrement de passer à la création d'une simple page d'accueil, c'est-à-dire des simples pages à une page professionnelle et pour partir à une page à la création d'interfaces modernes, ultra réalistes et qui vont ressembler à des véritables sites web. Grâce à cette formation basée sur le projet, cela doit donc te permettre de découvrir, d'appliquer, de maîtriser de nouvelles notions. Pour qu'à la fin de cette formation, tu sois capable de créer toi tes propres sites web et aussi des propres sites web. Et ce qu'il faut noter, des sites web totalement professionnels, car avec créer des sites web professionnels est donc nécessaire. Dans cette vidéo d'introduction, il sera donc question pour nous de présenter certains concepts qui vont t'aider non seulement à poursuivre de façon très outillée ces 10 projets, deuxièmement à aussi t'outiller dans le monde de la programmation, surtout dans le monde de la programmation web. En première partie, nous allons faire des productions concepts d'internet et des rendus de pages. En deuxième partie, nous allons voir le rôle d'un développeur web et aussi les différents aspects qui encadrent cette notion. Et pour finir, nous allons voir les bases du HTML et du CSS. Donc, accroche-toi et rendez-vous derrière le générique pour commencer avec le concept d'internet et le rendu des pages. Pour commencer, nous allons répondre à la question c'est quoi Internet et c'est quoi le rendu des pages web. Internet est un réseau mondial ou est ce réseau mondial d'ordinateurs interconnectés qui communiquent entre eux grâce à des protocoles, notamment le protocole TCP/IP pour transmission contrôle protocole, et pour IP. Par exemple, quand tu tapes une adresse dans ton navigateur, je ne sais pas trop l'exemple de Google, ton navigateur doit effectuer certaines actions. Après, la première action, il doit envoyer une requête, pour demander la page correspondante. Le serveur en face répond en envoyant des fichiers. Ces fichiers peuvent être de type HTML, CSS, image ou script. Ton navigateur maintenant doit traduire ces fichiers pour afficher une page web lisible et interactive. C'est donc l'ensemble de ces processus que l'on doit appeler rendu de page web. Maintenant, nous allons voir les éléments qui interviennent dans le rendu de page web. Le premier élément qui intervient dans le rendu de page web est le serveur. C'est quoi un serveur? Un serveur, c'est cet ordinateur spécial qui stocke et fournit des ressources. Ces ressources peuvent être des sites, des bases de données ou des fichiers. Son rôle est de recevoir les requêtes des navigateurs premièrement, traiter ces requêtes deuxièmement et envoyer les réponses aux clients via ton navigateur. Ce qui doit donc nous pousser à dire que sans serveur, il n'y a pas de site disponible en ligne, car c'est grâce au serveur que l'on parvient à faire ces différentes actions. Le deuxième concept ou outil qui intervient dans le rendu des pages est l'ordinateur et la navigation. L'ordinateur, qui est encore qualifié de client à ce niveau, joue un rôle de demandeur. Il envoie des requêtes via ton navigateur qui peut être Chrome, Firefox et ainsi de suite. Le navigateur interprète le code de HTML, applique le style CSS et exécute le JavaScript pour afficher une page comme tu peux par exemple voir à l'écran. Maintenant, en résumé, qu'est-ce que l'on va dire? On va dire que l'ordinateur est qualifié de client et est qualifié de demandeur de données. Après cela, le navigateur est qualifié de traducteur, parce que c'est lui qui va transformer le code en page visuelle. Et le serveur donc est qualifié de fournisseur qui renvoie dans les fichiers demandés. Maintenant, quel est dans le processus d'affichage d'une page web? Premièrement, lorsque tu tapes d'abord une adresse, ton navigateur, c'est-à-dire ton client, le navigateur qualifié de client ou ton ordinateur qualifié de client envoie une requête pour demander la page correspondante. La deuxième étape maintenant, c'est que le serveur doit donc prendre cette demande-là, le serveur doit donc prendre cette demande-là. Et qui va faire comment? Il doit donc renvoyer des fichiers nécessaires qui peut être le HTML
doit donc contenir la structure de la page, puis le CSS qui doit donc styler en fait la page, et le JavaScript pour l'interactivité de la page, et éventuellement les images, les vidéos, et etc. Voilà donc l'ensemble des opérations qui sont donc effectuées au niveau du serveur. Maintenant, le navigateur, quant à lui, doit faire quoi? Il doit interpréter. Ça veut dire qu'il doit lire ces différents fichiers, il doit construire ces différents fichiers, il doit appliquer des styles et en fait te générer donc la page que tu as souhaité ou que tu as demandé. C'est pas si vous voyez un peu. Voici donc l'image d'illustration qui doit donc te permettre d'illustrer dans le rendu des pages web. Ok. Le deuxième concept que nous allons voir dans cette vidéo est le rôle d'un développeur web. Parce qu'il est très important de savoir c'est quoi un développeur web, quels sont donc ses rôles et quels sont donc les aspects qui englobent cette notion. C'est d'abord donc quoi un développeur web. Un développeur web est d'abord un professionnel, ok, qui conçoit, crée et maintient des sites ou applications web. Voilà donc le rôle d'un développeur web. Son rôle donc ne se limite pas donc à l'écriture du code. Il faut bien comprendre cela. Il doit s'assurer que le site est fonctionnel, ok, correspond à son ergonomie spécifiée, soit sécurisé, soit performant. Le développeur web se divise souvent en deux parties que nous allons présenter. La première qualifiée encore du côté client, et la deuxième partie est le paquet qualifié du côté serveur. Partons maintenant du côté front-end. Le côté front-end, pour le front-end, on y verra un développeur ou une personne qualifiée de développeur front-end. C'est d'abord quoi donc le front-end? Le front-end désigne tout ce que l'utilisateur voit à l'écran, tout ce que l'utilisateur interagit sur un site ou sur une application web. Par exemple, cette interface que vous voyez là, ok, l'interface que nous voyons ensemble, ok, est qualifiée de front-end. Ça veut dire qu'il peut interagir au niveau du site. Il peut coucher des boutons, cliquer ainsi, cliquer par là, et aussi faire ces différentes tâches. Ok. Maintenant, quelles sont les missions du développeur front-end? Premièrement, il doit concevoir les interfaces utilisateurs, c'est-à-dire créer des pages agréables, claires et intuitives. Il doit permettre l'interaction utilisateur. Ça veut dire qu'il va rendre la navigation fluide et agréable grâce à des boutons, des menus, des formulaires et bien plus. Il doit s'assurer de la responsivité. La responsabilité est la faculté donc à un site de s'adapter à différents types d'écrans, que ce soit les écrans pour ordinateur, pour tablette ou pour smartphone. Ne vous inquiétez pas, dans les futures vidéos, on va plus parler de cela, on va plus entrer en profondeur à propos de cela. Quatrièmement, en quatrième position, le développeur front-end doit s'assurer de la performance du côté client. Il doit optimiser le chargement des pages et le rendu visuel. Maintenant, quels sont les outils que le développeur front-end est donc amené à utiliser pour remplir toutes ces missions? Le premier outil est le langage de programmation. Comme langage de programmation, il peut utiliser du HTML pour construire le contenu de ces pages, le CSS pour gérer des styles à travers les couleurs, les polices et les animations, et bien plus, le JavaScript pour rendre les pages interactives, les menus déroulantes, les sliders, les formulaires dynamiques. Maintenant, il peut aussi utiliser certains outils qu'on va appeler des frameworks ou des bibliothèques. Comme framework, on a les React Native, Angular, Bootstrap, comme bibliothèque, on va avoir jQuery et bien d'autres. Maintenant, comme exemple, de front-end, lorsque tu visites par exemple un site e-commerce et tu cliques sur un bouton pour voir les détails du produit, tout ce que tu vois, que ce soit image, description du produit, bouton, est géré au front-end par le développeur front-end. Maintenant, passons au développeur back-end. C'est donc quoi le back-end? Le back-end est cette partie côté serveur. C'est tout ce que l'utilisateur ne voit pas, mais qui permet aussi de fonctionner totalement, qui permet aussi de fonctionner correctement. Maintenant, quelles sont les missions principales du développeur back-end? Premièrement, il doit gérer les bases de données. Ça veut dire qu'il doit faire le stockage, la récupération des informations, soit côté utilisateur, soit côté produit, soit côté commande. Il doit faire la logistique métier, c'est-à-dire va appliquer les règles du site. Par exemple, le calcul d'une commande, la vérification des stocks, etc. L'une de ses principales missions phares est la sécurité, la gestion de la sécurité. Il doit protéger les données sensibles et prévenir les attaques. Maintenant, il aussi fait la communication avec le front-end. Ça veut dire qu'il doit envoyer les données demandées par l'utilisateur et recevoir ces différentes actions. Voilà donc les missions que le développeur back-end est amené à faire. Vous voyez que par rapport au développeur front-end, le développeur back-end est plus tactique, plus mathématicien. On va parler ça comme ça. C'est pas ce que vous voyez. Maintenant, quels sont les outils que le développeur back-end doit utiliser pour
mener donc à bien ces différentes missions. Le premier utile est les langages côté serveur. Ça peut être Python, ça peut être du PHP, ça peut être du Java, ça peut être du Ruby, ça peut être n'importe quoi. Maintenant, on a aussi les bases de données. Comme base de données, ça peut être du MySQL, ça peut être du PostgreSQL, ça peut être du MongoDB, ça peut être du SQLite. Maintenant, il y a aussi des API qui est pour Application Programming Interface qui va permettre la communication entre le front-end et le back-end. Maintenant, je vais donc prendre un exemple global pour que vous puissiez faire une grande différence entre le front-end et le back-end. Imaginez donc qu'on se rend dans un restaurant. Lorsque vous rendez dans un restaurant, tout ce qui est design du restaurant, design de la page, design par exemple le menu qu'on vous apporte déjà prêt à être consommé, design des différentes tables, c'est le front-end. Ça veut dire qu'il y a l'ensemble des équipes qui sont donc chargées pour réaliser cela. Réaliser en fait l'apparence que vous voyez, c'est ça qu'on va les qualifier des développeurs front-end et des développeurs des développeurs front-end. Maintenant, ceux qui sont donc chargés à la cuisson des menus, ça veut dire que ceux qui sont donc chargés au maniputage, à la cuisson des menus et tout seront donc qualifiés de développeurs back-end. Maintenant, il y a aussi un autre intervenant qui peut être des machines, ok, des robots, des intelligences artificielles. C'est ça donc qu'on va qualifier dans des API. Souvent, on les qualifie dans des serveurs. Ce sont ceux-là qui vont relier à la fois front-end et back-end. Ok. Maintenant, après dans cela, ok, après donc c'est là, il y a maintenant, après donc c'est là, on va donc voir les compétences communes à tous ces développeurs, ok, que ce soit front-end ou que ce soit back-end. Un développeur doit premièrement avoir une bonne logique et avoir la capacité de résolution de problèmes. Il doit connaître les protocoles web, surtout les protocoles web. Il doit travailler avec des outils de versionnement, que ce soit Git, que ce soit GitHub, que ce soit GitLab et bien plus. Il doit être capable de tester et de corriger des bugs sur un site. Il doit maintenir à jour les nouvelles technologies et standards du web. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ok, dans cette vidéo ou dans cette série de projets, je vais te montrer comment développer un site web professionnel avec du HTML5 et du CSS3. Imaginons donc que tu regardes par exemple cette vidéo en 2030, 2027 et qu'on a donc amélioré, qu'on a donc construit. En 2025, je vais par exemple concevoir un site avec le HTML5 et le CSS3. En 2027, il y a par exemple le HTML7 ou le CSS7 qui doit donc sortir. Tu dois donc être capable de t'adapter en fonction des nouvelles fonctionnalités donc qui se présentent. Ok. Maintenant, il y a un autre aspect qui est donc inclus au bout d'ici. C'est ce qu'on va appeler le full stack. C'est quoi un développeur full stack? Un développeur full stack est cette personne-là qui est capable de gérer à la fois le front-end et de gérer à la fois le back-end. Ça veut dire la combinaison des deux. Si tu es capable de gérer à la fois le front-end et de gérer à la fois le back-end, lors de la conception d'un site web, tu seras donc qualifié de développeur full stack. En résumé donc, en ce qui concerne le rôle d'un développeur web, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire que dans le développeur web, ok, dans le développeur web, on a deux principaux acteurs. C'est pas si vous comprenez pas, on peut par exemple dire trois principaux acteurs. On a le développeur front-end qui doit s'assurer, qui est responsable de l'aspect visuel, ok, de site web. On a le développeur back-end qui est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité de site web. Et on a le développeur full stack, ok, qui est là dans la combinaison de ces deux développeurs. Maintenant, ainsi donc fini, on a donc passé avec les bases du HTML5 et du CSS3. Ok, premièrement, on doit d'abord répondre à la question, c'est quoi le HTML5? Le HTML est ce langage-là de balisage. Ok, parce qu'il faut faire d'abord une différence entre le langage de programmation et le langage de code. Le HTML n'est pas un langage de programmation. C'est le HTML est un langage de balisage qui est utilisé pour structurer le contenu d'une page web. Le HTML est ce langage-là qui doit permettre d'organiser du texte, les images, les liens, les vidéos, les formulaires de manière standardisée. C'est parce que vous comprenez pas. Ok, si on va prendre un exemple très simple, ok, j'aime toujours prendre cet exemple avec soit lors de la construction d'une maison, soit avec l'être humain. Ok, avec l'être humain, le HTML est ce langage-là qui va permettre en fait de fournir le squelette de l'être humain en fait et de construire le squelette de l'être humain en fait, de donner une structure d'apparence à l'être humain. En construction, le HTML va permettre en fait de monter les murs, ok, de monter les murs de la maison. C'est pas si vous voyez un peu, ok, c'est pas si vous comprenez un peu, ok. Maintenant, nous allons voir donc les éléments essentiels donc du HTML. Premièrement, on a les balises de structure. Avant de nous commencer avec la présentation des balises de structure, je tiens à vous rappeler que le HTML, ok, est ce langage-là qui fonctionne à l'aide des balises. Ces balises-là sont donc responsables, ou c'est ce qui doit donc permettre
l'affichage des contenus visibles au niveau du navigateur. Donc on va dire que le HTML est le seul langage que le navigateur peut comprendre pour l'affichage des pages. Donc il est donc primordial de maîtriser donc les bases donc, du HTML. Parce que le HTML, je peux dire, est ce langage-là qui intervient dans tout ce que tu veux faire en ce qui concerne là pour la programmation, surtout à travers l'affichage des données. Ok, les balises de structure du HTML. Comme première balise de structure du HTML, on a donc la balise HTML, ok, qui englobe toute la page HTML. On a la balise health qui contient les informations méta pour les métadonnées. Comme métadonnées, on peut avoir les titres, on peut avoir l'encodage, on peut avoir les liens CSS, on peut avoir les liens string, on peut encore avoir les strips même. Ok, on a le title, ok, la balise title, ok, qui définit le titre de la page, ok, est visible dans l'onglet du navigateur. On a la balise body qui contient le menu visible de la page, que ce soit du texte, les images et les liens. Ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous ne comprenez rien pour un début. Grâce au projet, ok, présenté dans les prochaines vidéos, vous allez mieux comprendre ça. Et à la fin de cette vidéo, on va prendre un exemple très simple pour que tous les points d'ombre que vous avez, ok, actuellement soient donc corrigés, ok. Comme deuxième balise, ok, nous allons voir les balises de test. Ok, le HTML est ce langage là qui nous présente 6 niveaux de titre. Ok, 6 niveaux de titre qui part du moins important, ou non, pardon, du plus important, à savoir du H1, ok, au moins important du H6. Nous avons aussi les paragraphes, ok, B. Nous avons aussi les balises strong et B, ok, qui est pour la mise en test en gras, et nous avons les balises EM et I pour les tests en italique. Ça sont donc en fait, c'est les balises de test, les balises qui vont nous permettre de manipuler, de tester de façon basique. Ok, maintenant, après, nous avons les balises de liste. Nous avons les balises UN pour les listes non ordonnées, c'est-à-dire les listes à bus. Nous avons les balises ON pour les listes ordonnées, c'est-à-dire les listes numérotées. Ok, et nous avons la balise LI qui permet de lister les éléments. Ok, après les balises de liste, nous avons les balises de liens et les balises d'image. Pour les liens, c'est référencé par la balise A, ok, avec l'attribut href, ok, pour la référence, c'est-à-dire on passe lui au niveau d'ici. Ok, ça c'est donc pour les lignes IP test. Nous avons dans la balise IMG avec le CSL pour le source, ok. On passe dans le lien de l'image et pour le alt pour la description par défaut. Ok, après cela, ok, en dernière position, nous allons voir les formulaires. Les formulaires avec la balise forme pour le contenu de formulaire, les inputs, les labels. Nous allons débarquer, nous allons présenter tout cela dans un projet bien précis. Maintenant, voici donc un exemple de code pour le HTML. Nous avons le doctype qui permet d'indiquer au navigateur le type de contenu que nous avons affiché. Dans notre cas, c'est le HTML5. Nous avons le HTML qui nous présente dans la langue aussi, qui est par défaut le français. Nous avons dans cette balise health qu'on a dit à l'entame lorsqu'on nous présentait, qui doit contenir dans les métadonnées. Nous avons la balise body qui doit nous permettre de nous présenter dans l'ensemble du contenu de nos pages. Ok. Passons maintenant au CSS. Donc quoi le CSS? Le CSS pour le cascading style sheet ou feu de style en cascade. C'est ce langage-là donc qui nous permet de définir l'apparence et la mise en forme de nos différentes pages web. Alors que le CSS structure le contenu, le CSS s'occupe de la couleur, la police des textes, la taille, ok, la marge des pages, la marge, soit que ce soit intérieur ou extérieur, la position, le style des bordures et l'arrière-plan, les animations, les effets visuels, l'adaptation, la responsivité et bien plus. Ok, si on continue avec notre exemple pour l'être humain, le HTML nous permet de faire le squelette, ok, de donner une forme à l'être humain. Le HTML, le CSS nous permet d'habiller, ok, l'être humain, de donner par exemple les couleurs vestimentaires etc. C'est parce que vous comprenez un peu. Ok. Maintenant, quelles sont dans les parties du code du HTML? Premièrement, on a ce qu'on va appeler le sélecteur. Le sélecteur, ok, peut être de 3 types. On va prendre 4 types à ce niveau. Nous avons premièrement les sélecteurs de balises qui, à travers l'image que vous voyez ici là, qui est la balise H1. Ok, qui va nous permettre de cibler toutes les balises ou qui va nous permettre de cibler une balise et d'appliquer donc un style proprement dit. Nous avons les sélecteurs de classe, ok, qui ciblent un élément bien précis ou des éléments bien précis avec l'attribut classe. Maintenant, les référencer avec le CSS à l'aide de ce point. C'est parce que vous voyez un peu. Ok, nous avons les sélecteurs ID qui permet de cibler un élément
unique à travers l'attribut ID. Il est donc référencé dans le CSS à travers le dièse. Et nous avons les sélecteurs combinés qui peuvent être à la fois des sélecteurs de balises, des sélecteurs de classes pour partir encore plus loin, aussi des sélecteurs de d'ID. Ok, après maintenant le sélecteur, nous avons les accolades. Il faut toujours mettre les accolades. Après dans ces accolades, nous avons quoi? Nous avons la propriété. La propriété, en fait, peut être soit la couleur, soit la police, soit une animation, je ne sais pas trop, etc. Après la propriété, nous avons la valeur de cette propriété. Et à la fin, nous avons dans le point virgule. Ok, maintenant nous allons voir dans les différentes façons dont nous pouvons donc passer le CSS. Il existe donc trois façons de passer dans le CSS. Premièrement, on va parler du CSS en ligne, encore appelé le inline. Ici, ok, à l'intérieur de la balise, on passe donc un attribut qu'on va appeler style. Et maintenant, ce style-là nous permet donc de passer, d'appliquer le CSS uniquement au contenu qui permet à cette balise-là, de l'afficher. Ok, il n'est pas, ce style n'est pas trop recommandé si oui, lorsque vous voulez passer du CSS spécifique à quelque chose. Deuxièmement, nous avons le CSS interne, encore appelé interline. Ici, ok, on passe le CSS au niveau du health, ok, à travers la balise style. C'est pas si vous voyez un peu, à travers la balise style. Maintenant, cela est adapté lorsqu'on veut afficher une seule page. Ok, cela est recommandé lorsqu'on aimerait donc afficher une seule page. Par la suite, nous avons le CSS externe, encore appelé de external. Ok, ici, en fait, on va en fait créer un fichier CSS à part et maintenant appeler ce fichier donc dans le contenu HTML qu'on aimerait donc appliquer du CSS à l'extérieur. Nous allons donc voir cela tout de suite. Ok. Pour ce faire donc, je vais donc ouvrir mon éditeur de code. Pour cette formation donc, je vais utiliser l'éditeur de code VS Code qui nous permet donc de créer nos différents codes. Ok. Vous avez la barre du choix, c'est comme c'est l'éditeur de code. Vous avez par exemple Notepad++, ok. Vous avez par exemple Sublime Text. Vous avez par exemple Atom et bien plus. C'est pas voilà donc les différents éditeurs de test ou les éditeurs de code, ok, encore appelés IDE pour certains, qui vont donc vous permettre donc de créer du code. Après l'éditeur de code, vous aurez donc besoin d'un navigateur. Votre navigateur peut être soit Firefox, soit Chrome, soit Eagle, soit Opera Mini, ça dépendra donc de vous. Ok. Pour ce faire donc, je vais vous amener donc à télécharger un certain nombre de trucs après avoir installé donc VS Code. Le premier truc que vous devez installer au niveau d'ici est certaines extensions. Première extension que vous devez télécharger ici là, c'est ce Go Live au niveau d'ici. Ok, vous venez juste au niveau d'ici, vous téléchargez, vous mettez juste cliquez juste Go Live. Ok, VS Code va rechercher cela en ligne. Ok, et vous choisissez maintenant ce Go Live va vous permettre de faire quoi? Ça doit nous permettre d'exécuter directement dans du code. Après avoir fait cela, on va paramétrer un peu, ok. Vous venez au niveau de ce file au niveau d'ici et vous venez au niveau de ce auto-save, vous couchez cela. Ce qui va vous permettre à ce que lorsque chaque fois que vous allez écrire vos codes, cela doit donc faire un enregistrement automatique. Sans plus tarder, on va donc voir un exemple très simple de la structure d'une page HTML et nous allons voir les différentes façons de passer dans du CSS. Ok, je vais venir au niveau de ce new file, ok. Et au niveau d'ici, je vais donc mettre quoi? Je vais donc mettre index, ok. Je vais cliquer sur entrée et au niveau d'ici, je vais mettre index et je vais mettre point HTML, qui est donc l'extension qui spécifie que le fichier que j'aimerais créer, c'est un fichier HTML. Et je vais cliquer sur créer. Ok, vous avez donc, si c'est là comme ça, avec le logo du HTML. Ok, bon, maintenant pour mettre la structure minimale de la page HTML, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre point d'exclamation, ok, et je vais taper entrée. Laissez-moi un peu agrandir ça là pour que vous voyez. Voilà dans la structure minimale de la page HTML. Et si vous avez le titre par exemple, on peut mettre quoi? On peut mettre un test en HTML. Alors, un test en HTML. Ok, très simple comme titre. Ok, mais de nouveau d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un H1. Ok, on a dit que le H1, ok, était pour les tirer important. Par exemple, ici, je vais dire mon premier programme. Mon premier programme
en HTML. Ok, mon premier programme en HTML, par exemple. Au niveau d'ici, je vais définir par exemple un paragraphe. Ok, paragraphe matérialisé par la balise P. Et je vais mettre par exemple un lorem 30. Ce lorem, en fait, est en, je sais pas trop, c'est un mot, ok, en arabe. Ok, donc il n'a pas, pour une petite question, n'a pas de sens. Si on peut prendre ça comme ça, c'est juste à titre illustratif. Ici, par exemple, je peux mettre encore un bouton pour dire abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Ok, abonnez-vous. Ok, voilà donc un exemple très simple de code. Ok, pour ce faire, je vais cliquer sur ce code là ici et ça va donc exécuter mon code automatiquement au niveau de mon navigateur. Ok. Ok, et voilà donc le rendu de ma page. Voilà donc le rendu de ma page. Ok, voilà que tout est très net et tout est très simple. Ok, après dans cela, ce que j'aimerais donc que vous compreniez au niveau de c'est comment donc intégrer le CSS. Précédemment, je vous ai dit que pour intégrer le CSS, on intègre ça de trois façons. La première façon est la façon dont on qualifie de inline. Ici, on passe dans un attribut on va appeler style. Ok, et à ce style, on va par exemple dire un color, par exemple, et par exemple, on va mettre un green pour le vert. Ok, si je reviens au niveau d'ici que j'exécute mon programme, vous voyez que mon ici est donc passé au vert. Ça, c'est dans la première des façons. La deuxième des façons est devenue au niveau de ancrer ses balises réelles, c'est-à-dire au niveau de l'antenne. Ok, vous mettez, attendez, moi j'efface ici. Ok, vous mettez une balise que l'on va appeler style, et vous passez donc du style donc à l'intérieur. Ok, vous passez donc du style à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé en fait de comprendre ce code. Ok, c'est juste pour vérifier, c'est juste en fait pour illustrer dans les différentes façons dont on passe ce style du CSS. Si je reviens au niveau de sécurité, j'exécute, vous voyez que j'ai mon CSS qui est donc vous voyez que en fait la page a un peu donc été changée. C'est pas si vous voyez un peu. Ok. Ça, c'était dans la deuxième des façons. Ok. La troisième exemple de façon de passer du CSS, on a dit de faire quoi? C'est de venir créer un fichier. Pour créer un fichier, vous faites CTRL-N. Ok. Bon, ça n'a pas trop ça. Vous pouvez par exemple venir au niveau d'ici. Bon, il n'y a pas quand même trop au niveau d'ici. En fait, ce qu'on va venir faire au niveau d'ici, c'est qu'on va faire file et on va faire une new file. Au niveau d'ici, on va par exemple faire un style. Ok, on tape entrée et au niveau d'ici, on va mettre quoi? Style.css. Ok, on clique sur yes. C'est pas si vous voyez un peu. Ok, après avoir fait donc cela, laissez-moi donc venir couper tout ce qui est au niveau d'ici, couper tout ce style-ci, CTRL X. Ok, je supprime donc ceci. Si je reviens au niveau d'ici que je réactualise, vous voyez que c'est retour à la case de départ. Ok, et si maintenant je viens au niveau d'ici, je colle tout ça là, je vais coller tout ça au niveau d'ici. Ok, comme vous voyez un peu là. Comme vous voyez un peu là, ok. Et maintenant, au niveau d'ici, on a donc passé le lien qui va permettre de lire en fait ce fichier à ce fichier HTML, ce fichier CSS à ce fichier donc HTML. Ok. Pour cela, donc, je vais venir au niveau d'ici, je vais mettre quoi? Link, et je vais venir faire CSS, ok. Ok. Maintenant, ce link prend quoi? Un rel pour spécifier le type de fichier, le type de document qui est un style sheet. Ok, qui est un style sheet. Maintenant, ce HF prend le chemin d'accès jusqu'à mon document. Vu qu'on a juste créé un fichier juste comme ça, c'est normal comme un style.css au niveau d'ici. Il n'y a pas de problème. Ok, si je viens là, je réactualise, vous voyez que tout fonctionne normalement. Voilà donc comment les différentes façons de passer du CSS. Et voilà donc ainsi présenté les bases du HTML et du CSS. J'espère que la vidéo a été attirée, explicative. J'espère que ça a apporté un gros plus ou des grosses connaissances en ce qui concerne les bases en la programmation web, que ce soit la programmation web, que ce soit au rendu des pages HTML, que ce soit aux bases du HTML et du CSS. C'est donc tout pour cette vidéo. Ok, et dans la prochaine vidéo, nous allons entamer avec le premier projet qui doit donc vous initier davantage avec les bases donc, du HTML. Okay. Disons-nous à la prochaine vidéo. D'ici là, portons-nous tous très bien. Et surtout, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi de laisser un commentaire si la vidéo t'a plu ou si tu as des préoccupations. Portons-nous bien et disons-nous à la prochaine vidéo.